vieillissement et les coûts du système de santé, en particulier pour faire une comparaison entre les problèmes que vous vivez ici au Québec et les problèmes que nous rencontrons en Suisse, parce qu'il y a beaucoup d'analogies en termes de dimension de la population, peut-être pas de la surface des pays, mais aussi en termes du vieillissement de nos sociétés. Et nous sommes confrontés à des problèmes équivalents. Et du fait de nos vécus dans des sociétés différentes, avec leur histoire, avec leurs contraintes, nous nous trouvons avec des systèmes qui sont différents pour faire face à ces problèmes. Alors moi, je pose la question tout d'abord pour le système suisse, et vous verrez que ça peut s'apparenter pour le système québécois, entre pléthore et pénurie. Vous avez vécu ça au Québec, à une époque où on vous disait qu'il y avait trop d'infrastructures, trop de médecins. Bien, en Suisse, la même problématique est posée par le politique pour des raisons simples, c'est qu'on consacre des investissements très lourds à la santé. Ça vous donne une idée, les milliards de francs suisses, c'est comme des milliards de dollars canadiens. Nos monnaies sont à peu près à parité et on dépense actuellement grossièrement 51 milliards pour la santé en Suisse, avec des augmentations, on pourra en discuter, mais qui correspondent à une évolution dans une société qui veut des soins de qualité, qui demande une bonne médicalisation avec le progrès technique et bien sûr une partie liée au vieillissement de notre population. Et si on veut rentrer dans les questions de vieillissement, ce qui est notre problème ici, nous avons en Suisse actuellement, mais je pense qu'au Québec aussi, deux types de groupes de chercheurs qui ont des opinions un peu différentes. L'un des groupes dit le vieillissement se fait maintenant en meilleure santé qu'auparavant, donc il y aura un décalage des coûts liés à l'âge et on va avoir des coûts qui apparaîtront plus tard. Et puis on a un groupe dont je fais partie qui dit qu'il y a vieillissement avec des surcoûts dès l'époque actuelle, parce que les gens qui sont vieillissants maintenant ne sont plus ceux d'antan, veulent un bon système de santé, veulent accéder aux médecins, veulent des techniques de qualité et veulent y avoir droit. Alors pourquoi dire ça? Bien, ce sont nos coûts par tête en Suisse selon plusieurs caisses maladie, parce qu'en Suisse, nous n'avons pas une seule caisse maladie, nous avons la concurrence entre les caisses maladie, y compris pour l'assurance dite de base, c'est-à-dire l'assurance qui couvre les soins minimums. Vous pouvez vous assurer dans telle ou telle caisse qui vous donnera le même panier de soins, mais dont les coûts seront différents en fonction de sa gestion, aussi en partie en fonction des personnes qui cotisent. Et vous avez, à la différence du Québec, des assurances complémentaires qui sont celles qui couvrent bien les soins que vous voulez faire prendre en plus pour avoir droit, par exemple, au secteur privé ou à vous faire opérer à l'extérieur. Donc là, ce sont les résultats que l'on a. Vous voyez très nettement que les coûts de santé par tête augmentent très rapidement, entre 60 et 69 ans. Donc la classe de certaines personnes ici, on est à, on dit en Suisse 192, près de 200, donc le double de 40 à 50 ans. Et quand on va au-delà de 80, on est à 4 fois plus. Il y a une logique à ça, je crois qu'on ne peut pas le reprocher, mais c'est un constat sur lequel il va nous falloir travailler. Parce que le vieillissement démographique est inéluctable et on a une augmentation des plus de 65 ans qui va être de 76% ces 30 prochaines années. Ben vous aurez à peu près la même chose au Québec. Alors,
quelles sont les mesures qui ont été prises pour faire face à ce problème en Suisse? Malheureusement, on a avec 5, 6, 7 ans un décalage par rapport au Québec, mais les mesures je dirais, de restriction de l'offre qui sont apparues au Québec dans les années 90 ont été lancées en Suisse dans les années 2000. Alors, un numerus clausus pour l'accès aux études, pour limiter le nombre de médecins entrant sur le marché, ce qu'on appelle la clause du besoin, c'est-à-dire que si vous voulez vous installer dans une zone, il faut prouver qu'il y a un besoin, c'est-à-dire que vous n'avez pas déjà X médecins dans votre spécialisation qui sont sur place. Et enfin, quelque chose qui est en discussion au Parlement actuellement, ce qu'on appelle l'obligation de contracter, ça veut dire que pour le moment, toutes les caisses doivent rembourser tous les médecins qui appliquent les tarifs. Là, les caisses maladie pourraient ne plus rembourser les médecins qu'elles jugent trop chers ou qui ne pratiquent pas conformément à leur pratique. Donc on a des mesures qui contrôlent l'offre. Est-ce que c'est le bon moyen? Pour nous, mon groupe Forum Santé, qui est le groupe que j'anime, on avait fait quelques recommandations en 2003, que je reprends. C'est un groupe formé de médecins, de personnalités extrêmement variées. Nous trouvons que ces mesures sont peu efficaces parce qu'elles ne prévoient rien sur la demande. Elles coupent simplement l'offre alors que la demande continue à évoluer suite aux critères dont on a vu. Elles ne préparent pas la voie au développement d'une filière santé de qualité dans une société vieillissante. En plus, et ça c'est un critère auquel nous tenons beaucoup, elle ne tient pas compte de l'importance du système de santé. En Suisse, comme au Québec, comme au Canada, le système de santé est un grand système économique, c'est un système important, et que ce système crée non seulement de l'emploi, mais de la qualité de vie. Or, nous trouvons que sur ces trois plans, les mesures ne sont pas bonnes face au vieillissement. Alors, plus grave, va-t-on, suite à ces mesures ou à d'autres, vers une pénurie? Nous le craignons à une époque où la demande augmente. Quelle est la pénurie? Alors, premier élément, je n'ai pas mis là le Québec, j'ai pris les résultats de l'OMS, je pense que vous connaissez les classifications qui ont été menées par l'OMS. La Suisse a un bon système de santé, mais sa performance n'est pas bonne. Ça veut dire que c'est un système de santé qui est efficace, mais qui est très coûteux. Et effectivement, nous avons une plus haute densité médicale que la France ou que le Royaume-Uni ou même que les États-Unis. Donc on n'a que l'Allemagne qui est un peu une exception dans ce cas, qui nous dépasse. Je ne sais pas quelle est la densité au Québec actuellement. Alors le principe de nos autorités, de notre ministère de la Santé, c'est de calculer le nombre de départs à la retraite, et ça, vous avez l'âge de la prise de retraite des personnes et le nombre qui vont partir, et en fonction de ça, vous essayez d'adapter le numerus clausus à ce départ. Et ça, c'est, je dirais, dans nos sociétés, avec l'évolution, c'est un peu rapide, on va le voir, parce qu'on ne travaille plus maintenant comme on travaillait avant. Certaines spécialités sont délaissées, d'autres ne le sont pas, et ceci nous amène à d'ores et déjà des différences médicales, et ça c'est le géographe qui revient, des différences médicales importantes. Vous avez ça au Québec de façon beaucoup plus forte que chez nous, étant donné vos variations de densité entre le nord et la bande laurentienne. Mais en Suisse déjà, vous voyez très nettement, au centre, les cantons ruraux qui sont en vert ont des densités très faibles, alors que
les villes comme Genève, qui est au bout du lac, ici, Bâle, par exemple, ont des densités beaucoup plus élevées. Le canton de Zurich également, le canton du Tessin, où il y a beaucoup de villes également. Donc on a des disparités très fortes et on commence à voir apparaître des carences de médecins dans les régions difficiles d'accès, dans les régions de montagne, tout comme vous avez ceci sur la côte nord ou dans certaines régions septentrionales. Je mets cette carte en comparaison pour vous montrer qu'il n'y a aucun rapport entre la densité des médecins et la proportion de personnes âgées, qui sont celles qui ont besoin d'un encadrement médical, si vous vous rappelez mes chiffres tout à l'heure, d'un encadrement médical différent. Donc on a un problème, mais que l'on retrouve partout, hein. C'est le cas de la France, entre le nord et le sud, avec des disparités plus marquées. Alors, premier élément, une pénurie spatiale, mais qui est beaucoup plus grave si on ne regarde pas seulement les médecins, mais si on regarde les infirmiers et les paramédicaux. On a là des pénuries beaucoup plus graves qui ont amené la Suisse à importer, d'ailleurs, beaucoup d'infirmières du Québec, on en a un certain nombre, ou de France en particulier, des Caraïbes françaises, de la Guadeloupe ou de la Martinique. Deuxième élément, on a des différences très nettes entre les cantons urbains et périphériques, mais aussi des pénuries qui apparaissent dans des spécialités à risque. On commence à manquer d'anesthésistes, les gynécologues obstétriciens sont moins nombreux, les chirurgiens, comme aux États-Unis, sont moins nombreux. Beaucoup de jeunes ne veulent plus partir dans cette dynamique. Alors, vous voyez le contraste, on coupe l'offre alors que, d'ores et déjà, la répartition pose problème. Mais plus grave sont les questions sociales. La première, la question du lieu d'installation. La plupart des jeunes médecins sont formés dans les universités, comme ici. Et après leur vie universitaire, où veulent-ils s'installer? Dans la ville universitaire. C'est logique. Deuxième élément, le temps de travail. On a, au Québec comme en Suisse, une évolution de la profession qui se féminise. Et dans ce contexte, on va voir que les problèmes de temps de travail deviennent différents de ce qu'ils étaient auparavant. Le temps de travail, pour beaucoup de jeunes médecins, ce n'est plus acceptable de travailler comme travaillaient les générations précédentes. Et puis aussi, il y a, je pense que c'est partout pareil dans les pays occidentaux, un changement majeur d'idéal symbolique. Le médecin ou le soignant en général n'est plus celui qui se dévoue à la cause universelle de la santé, une sorte de prêtre de la santé, mais devient quelqu'un qui exerce une profession. L'élément le plus important en Suisse, c'est l'augmentation de la féminisation. Un élément positif, puisqu'on va avoir beaucoup plus de médecins femmes, mais toutes nos enquêtes montrent que l'on a fait que si elles vont dans certaines professions, et là, la gériatrie est bien traitée dans ce domaine, néanmoins, le temps de travail est différent, il y a beaucoup de demandes de temps partiel, et c'est logique pour la famille, il y a les coupures de temps de maternité, c'est normal, les secteurs d'activité sont devenus différents, mais aussi les pratiques médicales sont différentes. Ça, on peut aussi en discuter, des pratiques dans le temps, dans la manière de gérer, qui sont différentes, et là, il y a une évolution. Vous ne pouvez plus dire maintenant, on forme 100 médecins, ce sera comme auparavant 100 médecins. Ils ne seront pas dans les mêmes spécialités, ils ne seront plus dans les mêmes villes, et on aura plus de femmes qui vont travailler différemment. Et les hommes jeunes vont aussi travailler différemment. De plus, nos patients actuels ne sont plus les patients de jadis. Empowerment, ils veulent plus d'informations, des consultations plus longues à une époque où on coupe sur l'offre. On a
et on le voit apparaître très rapidement dans les franges d'âge de 70 ans, 70 ans, comme on dit, une nouvelle génération de personnes âgées qui prennent plus de consultations, qui se déplacent plus et qui choisissent des itinéraires thérapeutiques variés, avec des connaissances différentes. Donc, ils n'acceptent plus un seul itinéraire thérapeutique, mais qui vont commencer à choisir. Et j'ai plusieurs étudiants qui travaillent dans leur doctorat sur les itinéraires thérapeutiques directs et alternatifs. Et puis, bien sûr, comme ici, bien des pratiques juridiques qui font que certaines spécialités médicales semblent à risque. On a donc, de ce fait, un bilan qui, en Suisse, nous inquiète. Dans un pays qui était classé deuxième sur ses résultats, une pénurie masquée qui commence à apparaître. On n'a pas les listes d'attente que vous avez pour le moment, mais ceci pourrait apparaître si on continue dans la direction où l'on va. Une pénurie structurelle dans les hôpitaux, parce qu'au fur et à mesure, comme ici, qu'on a moins de médecins de ville, eh bien, les patients vont dans les hôpitaux et que les pratiques changent. Et on a des pénuries chroniques et conjoncturelles qui apparaissent d'ores et déjà lors des périodes de vacances, lors des week-ends, lors des fêtes, où bien, on a des gens qui ont des problèmes à une époque où on n'arrive plus à compléter complètement. Alors, quelles sont les solutions envisageables ? Alors, il y en a beaucoup. J'ai essayé de les regrouper ici en mettant deux axes principaux, le temps et l'espace. L'espace parce qu'il compte beaucoup, avec deux critères. Le premier, est-ce qu'on ne doit pas modifier les formations et revaloriser les professions de santé? C'est un premier chantier que l'on a mis en route, modifier les formations, essayer de mieux les adapter et de les rendre peut-être un peu moins longues pour accélérer les temps de formation. Alors ça ne veut pas dire qu'on veut former en 2 ans, 3 ans, comme dans certains pays, mais on peut en Suisse où les formations prennent 10, 12, sinon plus, le faire. De revalorisation, c'est des revalorisations salariales, temporelles et attractives, que les conditions de travail redeviennent meilleures. Et là, on travaille avec une série d'associations. Deuxième élément, eh bien, c'est d'essayer de penser la santé de façon globale. Si le gouvernement veut couper, il faut qu'on fasse autre chose, soit changer de gouvernement, ça c'est, ou en tout cas de ministre de la Santé, ça va arriver, ça, parce que nous avons des gouvernements qui sont des gouvernements d'alliance où tous les partis sont représentés, et le ministre de la Santé risque de changer dans 2 ans, et c'est quelqu'un d'un autre parti qui devrait prendre la santé. Alors, le premier élément, c'est les problèmes de santé. On demande des stratégies de prévention pour éviter le tout curatif, et la Suisse est très mauvaise en matière de prévention. Prévention dans les écoles qui est relativement peu faible. On fait beaucoup de prévention secondaire lorsque les gens ont été malades, mais relativement peu de prévention primaire, exception faite contre le tabagisme, mais pour le reste, c'est très faible. À partir de là, on demande à ce que, contrairement à beaucoup de pays, que toutes les techniques disponibles soient laissées sans contrainte trop forte à l'installation. Il y a beaucoup de pays qui ont pris des retards et qui génèrent des coûts lorsqu'on empêche les équipements d'être installés. Et en même temps, il faut travailler sur la demande, et c'est ce que nous avons fait, je ne présenterai pas ça aujourd'hui, mais travailler sur la demande, c'est-à-dire faire évoluer la demande pour la responsabiliser, pour que la demande ne continue pas d'augmenter, mais soit une demande qui évolue. Alors à partir de là, les besoins en soins évoluent. On a des techniques plus rapides, on a une demande qui est améliorée, on le fait avec les associations de consommateurs, et les besoins en soins deviennent
différents. Et à partir de là, on va pouvoir évaluer le nombre de médecins nécessaires en tenant compte de l'évolution du temps de travail et de l'organisation et de la répartition des tâches, en particulier avec la mise en place sur laquelle nous travaillons de réseaux qui sont très peu utilisés pour le moment en Suisse, de réseaux de médecins de ville par exemple, réseaux de médecins de campagne, liés à des pharmaciens, liés à des réseaux Spitex et autres. Alors, voilà un élément de synthèse de mon problème. Composante de la pénurie, l'offre qui baisse, vous voyez ici, avec tout, fin de l'obligation, réduction des horaires, féminisation, avenir incertain aussi pour certains médecins. Les banques ne veulent plus prêter à des jeunes médecins comme elles prêtaient auparavant. Numerus clausus dans les études, clause du besoin pour s'installer, l'État qui contrôle, des allocations de ressources en diminution. D'un autre côté, vous avez votre vieillissement, une population plus informée, une médecine qu'ils connaissent mieux, qui est plus attrayante pour eux, moins invasive, une prévention qui commence à se faire, des assurances qui proposent des tas d'éléments, ce qui fait que la demande, elle augmente. On est, ceci, dans un contexte d'une société avec ses budgets, une société de loisirs, une société où les modes de vie jouent un rôle assez grand et où apparaissent de nouvelles pathologies. Voilà le nœud de la pénurie sur lequel nous devons travailler si nous devons tenir compte du vieillissement de la société. Et je ne peux pas travailler uniquement sur le vieillissement sans tenir compte des autres éléments. Et c'est ça la médicométrie, c'est d'essayer d'avoir cette vision globale pour comprendre comment le vieillissement est un élément, mais comment on ne pourra pas le traiter si on ne tient pas compte, par exemple, du temps partiel et de la féminisation, si on ne tient pas compte de la clause du besoin qu'on va devoir faire évoluer pour tenir compte, ne serait-ce que du temps de déplacement qui est plus difficile des personnes âgées. Alors, pour les personnes âgées en particulier, en Suisse, il va nous falloir malgré tout trouver d'autres solutions. Nous avons, comme vous, une assurance de base, mais je vous l'ai dit, les coûts sont de 3-4 fois plus élevés et on ne peut plus demander, puisque tout le monde paye la même cotisation, que vous soyez jeune, vieux, homme, femme, on ne peut plus demander aux jeunes qui ont du mal à rentrer sur le marché du travail de payer tout pour les personnes âgées. Au bout d'un moment, en Suisse, on aura ce qu'on appelle une votation, un référendum qui dira on ne veut plus de cela et tout le système social risque de s'effondrer. Donc il va nous falloir, pour les personnes âgées, en plus du contexte dont j'ai parlé, trouver des financements spécifiques hors de l'assurance de base au titre de la solidarité. Alors, l'assurance de base, c'est chacun qui la paye en Suisse, mais si vous n'en avez pas les moyens, les cantons vont vous payer une partie de votre assurance de base. Alors ça peut être 10%, 20%, 50% ou le total. Simplement, ça vous fait calculer une assurance de base. Alors si on veut que cette assurance de base n'augmente pas trop, eh bien il nous faut trouver d'autres sources dont on discute actuellement. Les possibilités, il y a une contribution santé anticipatrice, c'est-à-dire que les classes qui travaillent maintenant font une capitalisation santé, ça c'est proposé par certains groupes, un financement via la TVA, taxe à la valeur ajoutée, qui est très basse en Suisse, hein, vous êtes à 7% par rapport à vos taxes ici, on n'a pas d'autres taxes que celle-là. Les industries bénéficiant de la santé, et là on travaille avec des groupes comme Sanofi Aventis, qui sont d'accord pour, lorsqu'il y a des bénéfices, de réinvestir dans les systèmes de santé. Cotisation AVS lors de la retraite. Ça veut dire que, là c'est un système un peu spécial en Suisse, lorsque vous dépassez 65 ans, vous arrêtez de cotiser pour votre retraite, même si vous avez une grosse retraite.
Alors on demande à ce que, pour les grosses retraites, on continue à cotiser au-delà de 65 ans et que ça serve pour l'assurance santé. Alors d'autres moyens qui sont des moyens annexes, mais qui ont été rajoutés ici, qui sont différemment importants. En Suisse, les directives anticipées ne sont que peu utilisées pour le moment, et les réseaux de santé sont relativement peu utilisés dans la mesure où ceux-ci réduiraient nos coûts. Voilà quelques solutions économiques. Donc ceci est possible à condition de le vouloir. Et je vous remercie pour votre attention et je ne chanterai pas comme ce monsieur. Si vous avez des questions, allez-y. On ne va pas faire formaliser, oui. Est-ce qu'il y a été question de tickets modérateurs à certains moments pour le système de santé ou... Alors, il y a en Suisse deux choses sur l'assurance de base. On choisit d'avoir une franchise qui peut être de 300 francs, 500 francs ou 2000 francs. En fonction de ça, votre cotisation à l'assurance de base sera différente. Ce qui veut dire que les premiers 300, premiers 500 ou premiers 2000 sont à votre charge. Ça, c'est une première chose. Et le ticket modérateur, c'est en cas d'hospitalisation, vous payez quelques dizaines de francs par jour pour tenir compte des frais qu'on pourrait dire hôteliers. Donc ça, ce sont deux éléments. Est-ce que le traitement des hanches, ici, il y a plein de trucs là qu'il faut aller au privé quasiment pour ça? Alors, pour le moment, les délais pour les prothèses de hanches, de genoux, si vous êtes assuré en privé, en complémentaire en plus, c'est d'une journée. Et puis, si vous êtes sur l'assurance de base, c'est de moins d'un mois. Il n'y a pas de liste d'attente. Pour le moment, on n'a pas ce genre de problème. C'est grossièrement une question de planification, quoi. Alors, les directives anticipées suisses sont un peu différentes de ce que vous indiquez. Ce sont les gens qui, à un moment donné, dans leur existence, écrivent des directives demandant à ce qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique en cas d'hospitalisation ou en cas de maladie. Alors, avec tous les problèmes éthiques que ça peut poser, hein, ça c'est évident. Nous avons un problème au Québec qui est en fait un problème qui tient à l'ensemble du Canada. Vous connaissez bien le système fédéral-provincial et nous sommes maîtres du système de santé à l'intérieur du Québec, mais à condition de respecter les principes canadiens d'accès, l'universalité, etc. Or, il est actuellement Claude Castonguay, qui était un des pères du système de santé québécois, a souligné, par exemple, l'intérêt d'un changement dans le système de santé au Québec en faisant entrer le privé. Mais faire entrer le privé, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a ces principes d'universalité et autres canadiens. Vous connaissez ça, docteur? Okay. Alors, en Suisse, est-ce que, ma question est la suivante, est-ce qu'il y a des principes au niveau fédéral ou des principes au niveau cantonal qui s'appliquent c'est-à-dire au fédéral qui s'applique à l'ensemble des cantons ou au niveau cantonal à l'ensemble des villes ou autres intérieures? Alors, le système suisse est proche du système canadien, entre guillemets. Le fédéral prévoit une sorte de structure d'ensemble. C'est-à-dire, c'est le fédéral qui a décidé qu'il y aurait une assurance de base pour tous les Suisses. Et que si on voulait plus, on pourrait s'assurer en complémentaire. Donc ça, c'est des normes qui sont mises en place par le fédéral, mais toutes les applications de ces normes générales vont être faites par les cantons, c'est-à-dire comme vous pour les provinces. Donc là, il y a des marges de manœuvre. Je prends le cas de la clause du besoin dont on parlait pour l'installation des médecins. Il y a des cantons qui appliquent des normes extrêmement lâches, ça veut dire que tout le monde peut s'installer,
et puis d'autres qui ont des gouvernements qui veulent économiser sur les dépenses de santé et qui mettent la clé très basse de façon à ce qu'on n'ait pas de nouveaux médecins qui s'installent. Donc on a ce système, mais qui est un système extrêmement pervers, parce qu'à une époque où vous pouvez vous déplacer, les cantons ont un poids tel que ça ne reflète plus la vie actuelle. Ça va extrêmement loin. Les cantons sont petits, il y en a 26 en Suisse, imaginez, dans un petit pays, grossièrement en allant du lac Saint-Jean à peu près en surface, Rimouski, Ottawa, et puis on fait le tour, on vous fait un cercle là, avec Montréal et Québec dedans, c'est toute la Suisse, que vous ayez 26 juridictions différentes, et que moi qui suis assuré à Genève, en assurance de base, je dois être traité à Genève, sauf cas d'urgence. Donc je peux être tombé malade à Berne. Si je tombe malade à Berne, je serai hospitalisé gratuitement, bien sûr, à Berne. Mais on regardera si on peut me renvoyer à Genève pour me faire l'opération nécessaire. Donc on a des contraintes cantonales qui sont très fortes dans la mesure où l'essentiel des financements est soit de la poche des patients qui payent leur assurance maladie, soit des cantons. Le fédéral, là-dedans, ne paye rien. Il émet simplement des règles générales que les cantons appliquent ou n'appliquent pas. C'est une vraie confédération. Hein. J'aimerais ça savoir, parce qu'ici, c'est sûr qu'il y a une préoccupation par rapport aux thèmes que vous apportez. Je pense qu'il y a des considérations éthiques, il y a des considérations sociales. Est-ce qu'il y a des groupes de réflexion? Vous parlez de celui duquel. Est-ce qu'il y a des médecins qui sont impliqués dans des groupes de réflexion? Est-ce qu'il y a des prises de position de société? Je vous donne un autre exemple. Ici, au niveau des médicaments, il n'y a pas un nouveau médicament mis sur le marché qui ne coûte pas beaucoup plus cher que son précédent. À l'heure actuelle, il y a des médicaments en chimiothérapie qui ne sont pas acceptés au Québec à cause des coûts. Est-ce que... Alors la question, elle est complexe, hein, parce qu'en Suisse, on a des acteurs du système de santé qui font du lobbying, comme on a dans beaucoup de pays. Les caisses maladies, c'est un gros lobby. Les médecins et les soignants en sont un autre, les patients en sont un autre. Donc on a déjà tous ces groupes qui sont des groupes à objectifs très précis, focalisés. Alors les groupes comme celui que j'anime, ce n'est pas un groupe dans ce sens, c'est un groupe formé. C'est un groupe d'une quinzaine de personnes. Dans ce groupe, il y a 5 soignants, mais il y a des gens d'autres professions, et on est de partis politiques différents, parce que là aussi, il faut un équilibre pour y arriver, et on se veut un groupe de pression pour essayer de faire réfléchir les gouvernants, notre ministre, sur le genre de problème que l'on fait. Alors, on a traité une année du médicament avec notre groupe, parce que le problème que vous évoquez sur le médicament arrivait. C'est-à-dire que tous les médicaments, même s'ils apportaient un plus thérapeutique, s'ils étaient trop chers, étaient bloqués par la commission suisse qui accepte les médicaments. On a aussi une commission qui reprend à peu près les normes européennes, mais qui, de temps en temps, demande des compléments et des études propres. Alors, le médicament ou le remboursement du médicament? Alors, qui d'abord accepte le principe du médicament, qui soit vendu en Suisse, et ensuite qui accepte le fait que ce médicament soit pris en charge par l'assurance de base. Hein, il y a deux choses. Il faut que le médicament puisse être vendu, c'est-à-dire qu'il réponde aux normes éthiques, et deux, qu'il soit efficient, c'est le deuxième critère. Alors c'est là-dessus qu'il y a discussion sur la notion d'efficience, qui n'est pas l'efficacité, qui est une notion qui est à la fois de qualité et d'économie et de résultats, sur laquelle on peut avoir des divergences. Alors quand on a eu des divergences, qu'il y avait des gros blocages, on a proposé, un peu comme on le fait dans ce domaine, une série de propositions qui arrivent 3 ans après à des résultats, puisque l'équipe qui était chargée
de l'admission, entre guillemets, des médicaments, et qui faisait, selon nous, pas son travail, vient d'être remplacé. Alors on espère que la prochaine sera meilleure, mais il y a eu un changement de direction et un changement des responsables de cette administration du médicament. Et on souhaite que les nouvelles nominations qui sont faites par le ministre soient des nominations de personnes éthiquement irréprochables. Et là, il va y avoir des discussions là-dessus. La Suisse est un pays où, si vous le voulez, qui est très lent, tout prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de votes. Avant de passer n'importe quelle réforme du système de santé, il faut que tout le peuple vote. Donc ça ne peut pas être imposé par un gouvernement. Donc chaque fois que vous voulez une nouvelle norme, une nouvelle loi, vous devrez passer en votation. Et si vous avez contre vous un des lobbies quelconques, des patients, des médecins ou autres, la votation risque de ne pas passer. Et on vient d'avoir une votation proposée par une toute petite association de consommateurs, mais marginale, peu supportée par les partis, sur la mise en place d'une caisse maladie unique en Suisse, donc une caisse qui serait une caisse fédérale, avec des remboursements, des cotisations différentes par canton, parce qu'il y a des cantons qui consomment plus que d'autres. Ça a été repoussé par près de 70% de la population qui veut rester avec une concurrence entre les caisses. Voyez, là, donc là, il y avait un mouvement, le peuple vote et le résultat est là. Donc on reste avec notre système complexe de petites caisses cantonales qui prennent en charge plus ou moins bien les patients. Dans le journal pour les Suisses de l'étranger qui vient de Berne, donc, il y a peut-être 3 ans, il y avait un article qui disait justement que les Suisses de l'étranger qui n'espéraient comment dire ça, qu'il ne fallait pas penser à prendre sa retraite en Suisse à moins qu'on soit très riche, parce qu'il paraît qu'il y a très très peu de, disons, centres d'accueil, de résidence avant la longue durée. Là, Alors, il y a 2 problèmes pour des gens qui viendraient s'installer en Suisse. Vous êtes pied en Suisse, vous pourrez, à laquelle tout le monde cotise. C'est obligatoire et celle-là, il y a un prix, mais si vous n'avez pas d'argent, elle sera prise, comme je l'ai dit, en charge par le canton. Par contre, si vous avez plus de 65 ans et que vous voulez des complémentaires, aucune caisse maladie privée ne vous prendra. Ou alors, ils vous mettront des tarifs tels qu'il faut être vraiment très très riche pour ce faire. Alors, ceci est lié à la deuxième question, c'est qu'à partir de là, vous avez pu, si vous restez en Suisse à l'avance, cotiser pour aller en maison de retraite. Donc avoir une sorte d'assurance. Si vous arrivez et que vous n'avez pas d'assurance, c'est à vous de payer, ou alors à la commune qui vous a accepté. Parce que quand vous venez dans une commune, la commune vous accepte et vous êtes un citoyen de la commune. Et si vous devenez nécessiteux en vieillissement, c'est la commune qui, si vous n'avez plus les moyens, qui va prendre en charge vos coûts liés aux maisons de soins, aux maisons de santé ou autres, qui sont effectivement très élevés. Et il est vrai que les infrastructures en matière de... on appelle ça, nous, des EMS, établissements médicaux santé, est insuffisante dans beaucoup de régions. Et là aussi, on propose des politiques de remise en place d'anciens hôpitaux qui étaient dans des sites relativement centraux des villes pour en faire des lieux de vieillissement. Le problème, il est très simple en Suisse, c'est que la plupart des établissements médico-sociaux étaient dans des grosses bâtisses qui étaient des anciens hôtels et que ce système-là, donc privé, rapporte peu
et que maintenant il y a une telle pression immobilière que les propriétaires de ces bâtiments préfèrent les vendre en appartement que de les laisser en établissements médico-sociaux. Vous avez parlé de vote, on entend souvent parler que vous êtes en référendum chez vous, là. Est-ce que les gens votent vraiment? Et comme le dernier vote qui a eu lieu, là, c'était quoi? Quel pourcentage de la population? Je crois que le dernier, c'était 60%, mais le vote, il est tellement facile en Suisse. Vous recevez vos papiers à peu près 3 semaines à l'avance, avec une enveloppe, que vous pouvez renvoyer le jour même, le lendemain. Vous avez les 3 semaines pour renvoyer votre vote. L'adresse est marquée, il y a une petite enveloppe dedans, ça arrive dans le bureau de vote, et puis ce sera ouvert par les scrutateurs. Donc, pour les gens qui votent, c'est presque tout le monde vote par correspondance. Il n'y a personne qui va voter avec le bulletin dans l'urne. On vote tous par correspondance. Donc, vous recevez ça, vous avez les informations, vos bulletins de vote. Vous mettez, une fois que vous avez fait, vous cochez ce qui doit être coché, vous mettez les bulletins, vous renvoyez ça par la poste, sans avoir de timbre à mettre. Donc c'est un vote beaucoup plus facile que dans beaucoup de pays. Hein. Et il faut dire qu'on vote toutes les 3 semaines, alors c'est... Bon. Écoutez, je vais remercier le conférencier d'être venu. Et puis nous lui souhaitons bonne chance par la suite.